Yalana, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Alors jusqu'à présent, nous avions habitué à inviter des entrepreneurs qui venaient de démarrer leur projet depuis quelque temps. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par un entrepreneur avec de l'expérience, quelqu'un qui a réussi à monter de nombreuses entreprises et qui mène aujourd'hui une des plus importantes entreprises de Polynésie française, puisque nous sommes reçus aujourd'hui par Tuanua de Gage, du groupe de Gage, qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux situés à Whareute. Et si vous ne connaissez pas le groupe de Gage, vous connaissez très certainement son enseigne ambassadrice, on va dire, qui est l'Aremiti, la fameuse marque de ferry qui transporte les touristes, les locaux et tous ceux qui ont besoin de traverser le chenal entre Tahiti et Moorea. Tuanua, merci de nous accueillir, bonjour. Yorama. Comment ça va? Très bien. Alors merci de nous accueillir dans tes locaux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter justement ces locaux, que ce soit pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou tout simplement pour ceux qui nous écoutent, savoir où on est aujourd'hui ensemble? Oui, on est dans les locaux du groupe de Gage, de la direction. Donc nous nous situons rue Bovis, près d'Intersport et de Jouet Club, en face de la banque de Tahiti, au rond-point de la Marine nationale. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le groupe de Gage, parce que c'est quand même un groupe assez grand, avec énormément de métiers différents. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu rapide de ces entreprises? Oui, le groupe de Gage est composé d'une dizaine, presque 20 filiales dans des secteurs divers et variés. Notre secteur le plus important, c'est le transport maritime, avec, comme tu le disais, le transport de passagers entre Papeete et Moorea. On fait aussi du transport terrestre, on a des agences de voyage, on a du développement, on fait du développement web aussi, on développe nos propres applications. On a une compagnie d'hydravion. Il y a beaucoup d'autres métiers. C'est assez divers comme activité. C'est très divers, ouais. Alors, comment l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Donc toi, tu es le deuxième dirigeant du groupe, c'est ça? Oui, mon papa et ma maman sont les fondateurs du groupe de Gage. À un moment donné, ma sœur Mehiti a travaillé aussi dans le groupe. Maintenant, elle est au Vanuatu, elle exploite des ferries au Vanuatu. Et moi, effectivement, c'est moi qui ai la responsabilité de l'exploitation des filiales du groupe. Mon papa aujourd'hui s'occupe surtout de la pêche. Et de ma maman du dory qui fait le transport de marchandises sur les Tuamotu. Donc toute la famille est toujours engagée dans l'entreprise? Oui, tout à fait. D'accord. Et ça fait combien de temps que toi tu es dans le groupe? Alors moi je suis rentré dans le groupe, je suis né dans le groupe de Gage. Bien sûr. Je suis sorti de l'école en 95 avec mon bac en poche. Ensuite j'ai eu mes diplômes de mécanicien, chef mécanicien et capitaine. Donc en fait les diplômes maritimes, tu vas à l'école, ensuite tu reviens naviguer, tu repars à l'école. Donc on peut dire depuis 95 je suis dans le groupe. J'ai fait la plupart des métiers qui sont dans le groupe et en 2002 j'ai commencé à devenir gérant des premières filiales du groupe de Gage. D'accord. Et est-ce que c'était une décision logique, on va dire, d'intégrer le groupe et de reprendre ensuite l'entreprise fondée par tes parents, ou est-ce que tu as pensé à faire autre chose à un moment donné ou Non, j'ai pas pensé à faire autre chose. J'ai tout de suite voulu rentrer dans le groupe. Ça m'intéressait énormément. Lorsque j'étais jeune, j'ai été très attiré par la mécanique. D'ailleurs, j'ai approfondi mes études en mécanique à l'époque. Et donc, ça s'est fait naturellement. Je suis venu naturellement au groupe de Gage et je m'y plais depuis tout ce temps. D'accord. Et tu as contribué à la création de nouvelles filiales du groupe? Oui, j'ai créé énormément de filiales lorsque je suis rentré dans le groupe. En fait, aujourd'hui, on a les filiales qui ont été créées, ce sont des filiales satellites au mammouth du groupe, c'est-à-dire le transport maritime entre Tahiti et Moorea. J'ai monté la société de maintenance des outils du groupe de Gage, la société aussi qui fait le développement des logiciels que nous utilisons actuellement, de la billetterie aussi, des Aremiti.
Finalement, ça nous a facilité hein, la tâche d'avoir nos propres entités qui permettaient de faire avancer l'ensemble du groupe de gage. Et de plus en plus, ces entités qui ont un savoir-faire s'ouvrent aux sociétés de l'extérieur qui ont aussi des besoins en maintenance, en développement. Donc à la base, il s'agissait de structurer le groupe et ensuite c'est devenu des opportunités de business additionnelles. Et beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui autonomes. D'accord. Et aujourd'hui, le groupe de gage, c'est combien de salariés? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais on tourne autour de 300 ambassadeurs. D'accord, ouais, vous les appelez les ambassadeurs, il y a une raison particulière à ça? Oui, ça a été leur demande. Hein. C'est vrai que nous, le groupe de gage, on a effectué un virement un peu à 180 degrés depuis 2 années, où on a mis au centre de notre exploitation l'humain. Avant, c'était très mécanique, avec des procédures, avec des sanctions si jamais les procédures n'étaient pas suivies. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On est beaucoup plus libéral. On laisse les ambassadeurs, on leur laisse leur autonomie, on leur laisse s'épanouir au sein du groupe de gage. Et c'est eux qui font vraiment avancer le groupe de gage. D'accord. Et qu'est-ce qui a poussé à ce changement? Est-ce que c'est le contexte économique? Est-ce que c'est une décision de ta part? Qu'est-ce qui a mené cette réflexion? Alors, il y a eu plusieurs choses. C'est vrai que nous, on est toujours dans une idée d'améliorer hein, nos services au sein du groupe. Et donc, on voyait bien qu'on était arrivé à une limite qu'on n'arrivait pas à franchir. Il fallait trouver une autre manière de travailler pour motiver plus nos ambassadeurs. Et donc, on a croisé le chemin de Club Idéo à l'époque, qui nous ont montré une nouvelle voie, hein, une nouvelle manière de manager. Et pour le moment, on en est satisfait. On a enlevé énormément de poids hein, sur les épaules de nos ambassadeurs. Moi, je suis satisfait. Nos ambassadeurs sont épanouis hein, en grande majorité. Et donc, on veut persévérer dans cette voie-là. D'accord. Alors personnellement, est-ce que c'est facile de reprendre les rênes d'une entreprise qui a été fondée par ses parents ou par rapport à créer quelque chose de toute pièce? Est-ce que tu as ressenti une certaine pression? Comment tu as vécu cette évolution? Alors ça s'est fait assez naturellement, mais c'est vrai que bon, il faut l'avouer, hein, mes parents ont une manière de gérer. À l'époque, on ne gérait pas les entreprises comme on gère les entreprises aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions sur la manière de gérer les entreprises. Et des fois, c'est un choc générationnel entre eux et moi. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pression. Il y a quand même une certaine pression, surtout que ce sont mes parents. Et donc, j'essaye de leur faire voir un peu les nouvelles techniques de management. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on y arrive quand même. Ouais, donc vous arrivez quand même malgré le lien familial qui peut parfois créer, peut-être pas de la pression, mais voilà, il y a le respect des parents, comme tu le dis, malgré tout avoir la liberté d'essayer de créer de nouvelles choses. Oui, alors il y a des tensions, hein, et je vois ça dans toutes les familles qui ont des entreprises ici en Polynésie française. Hein, nous ne sommes pas une exception. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez têtu et d'assez persévérant. C'est vrai que quand je prends un cap, je laisse personne me faire dévier de mon cap. Donc c'est comme ça que j'arrive finalement à mener ma barque et à mener le groupe où j'ai envie qu'il aille. Inspiré par le monde des marins, du coup, dans l'approche. C'est ça. Après c'est vrai qu'avec ce tournant à 180 degrés, j'ai donné beaucoup de place aux ambassadeurs. Ils ont énormément de points de vue et je respecte leurs points de vue. Et dans la grande majorité du temps, on prend des décisions finalement collégiales qui nous permettent de mieux avancer et de mieux affronter les difficultés. D'accord, donc vous fonctionnez plutôt à l'horizontale que vraiment de très hiérarchisé, structuré? Oui, on a cassé hein, cette structure hiérarchique pour donner plus de place à nos ambassadeurs et c'est beaucoup plus motivant pour eux de décider avec nous plutôt que de prendre des décisions sans eux, qui sont souvent difficilement compréhensibles. D'accord. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir essayé tous les métiers justement en entreprise en partant de la base, un mécanicien, marin, etc., ça t'a aidé justement à avoir une approche différente
des employés, de ta façon de gérer les employés, enfin les ambassadeurs Oui, c'est sûr que c'est plus facile les décisions sont plus faciles à appréhender en sachant ce qu'ils ont à affronter au jour le jour, mais je sens bien que les ambassadeurs me respectent parce qu'ils savent que j'ai commencé par le bas, et c'est d'autant plus facile à faire passer des messages ou des décisions. D'accord. Et est-ce que le fait justement de travailler en famille, ça apporte quelque chose de plus, tu penses, vis-à-vis de la relation avec ces ambassadeurs, dans l'aspect, voilà, le lien est peut-être plus fort parce que c'est quelque chose qui se fait en famille, donc cette approche-là déjà est inscrite dans l'ADN de l'entreprise? Oui, bien sûr, le groupe de gages est un groupe familial, hein. Donc c'est vrai on est très proche de nos ambassadeurs. Je les reçois d'ailleurs, pas tous, mais j'en reçois au moins 6 à 8 toutes les semaines pour pouvoir discuter avec eux. Et c'est vrai que cette relation familiale au sein du groupe facilite énormément les relations de travail au quotidien. D'accord. Alors, on est dans un contexte de crise, tout le monde le sait, hein, qui n'est pas forcément facile à vivre en ce moment. Quel a été l'impact de la crise sur le groupe des gages, sur la stratégie que vous aviez en cours jusqu'à présent? Ben, comme tout le monde, hein, je pense, ça nous a beaucoup impacté, notamment pendant le confinement où là on a dû carrément annuler des voyages de l'Aremiti 6. Les ambassadeurs étaient très inquiets, bien sûr, parce qu'ils se posaient la question de l'avenir du groupe et de leur avenir aussi au sein du groupe. Mais bon, rapidement, j'ai essayé de les rassurer. Heureusement que, il faut le dire aussi, il faut le souligner, hein, heureusement que le gouvernement a pris quand même la mesure des difficultés des entreprises, et ils nous ont énormément accompagnés avec des dispositifs qui nous ont permis quand même de tenir le coup pendant les moments compliqués de la crise. Notamment, je pense au RES, au Dièse, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et aussi, il y a eu des prêts bancaires, hein, qui ont été garantis par l'État, les fameux PGE. Et donc tous ces dispositifs nous ont aidés à tenir face à cette crise. Mais nous avons gardé le cap, nous, dans le groupe de gages. Nous avons été impactés, mais du fait de la diversité du groupe, ça nous a permis de tenir le coup. Ça vous a rendu plus flexible du coup? Ça nous a rendu plus flexibles et surtout plus forts, hein. Se diversifier solidifie finalement la structure, hein. Je me pose la question si par exemple nous avions été que dans le tourisme avec les agences de voyage, ça aurait été très compliqué. Aujourd'hui on est impacté sur nos agences de voyage parce que les frontières sont fermées et qu'on ne peut pas envoyer les Polynésiens à l'extérieur de la Polynésie, sauf sur les États-Unis et la métropole. Mais du fait de la crise sanitaire, c'est très très compliqué. Les gens n'ont pas envie de voyager dans ces destinations. Donc on a été impacté sur certaines filiales du groupe, mais d'autres ont pu tenir le coup et ont pu supporter les difficultés des autres filiales. Il n'y a pas eu que du négatif, hein, dans la crise Covid. On a dû se remettre en question. Et une remise en question, c'est souvent bon. Et donc on a pu quand même améliorer nos façons de travailler, améliorer par exemple nos horaires sur Montréal, on les a retravaillés, on les a améliorés. Je pense que nos horaires sont plus efficaces qu'avant la crise Covid. Je pense aussi à TTH Charter, où nous avons fait énormément d'évacuations sanitaires. Donc ça, c'est les hydravions, hein, Ce sont les hydravions. Donc on tient bien le coup finalement face à la crise, et il n'y a pas que des points négatifs à la crise, il y a aussi énormément de points positifs. C'est ce que je retiens de cette crise sanitaire. Elle n'est pas encore terminée, hein. L'impact va continuer les semaines qui arrivent,
Mais bon, on est prêt à affronter cette crise-là. On est assez persévérant et courageux dans le groupe. D'accord. Et donc la stratégie globale de développement telle qu'elle était prévue avant la crise, pour l'instant, ne change pas. Elle ne change pas. Alors pour exemple, on a un projet sur les Raromatei de navire à passagers, 500 passagers en navire rapide sur les Raromatei. Et donc ce projet-là, on ne l'a pas mis en stand-by, il continue toujours et on est en train de faire avancer ce projet-là. On espère pouvoir mettre sur la ligne des Raromatei un navire d'ici fin 2022, début 2023. Donc c'est un exemple, mais qui montre qu'on ne baisse pas les bras. C'est pas la première crise non plus qu'on rencontre. Le groupe de gage, il existe depuis pratiquement 50 ans. Donc depuis tout ce temps, on en a vu passer des crises, notamment je pense à celle de 2008, la crise des subprimes là. On n'a pas baissé les bras non plus à ce moment-là, on a continué à investir, on a eu raison parce que c'est comme à la bourse, il y a des bas et il y a des hauts. Aujourd'hui on est dans le creux de la vague, mais ça va repartir d'ici quelques mois, j'en suis sûr. D'accord, ok. Alors on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans quelques instants avec Toi Noir. Une journée détente à la plage de Témin, ça vous dit? Nouveau package Arimiti 6 plus plage de Témin. Embarquez avec votre glacière à bord du Arimiti 6. Un taxibus vous attend de l'autre côté. Direction la plage de Témin. C'est simple et rapide. L'aller-retour Arimiti et taxibus à partir de 2000 francs. Rendez-vous sur arimiti.pf à l'agence de Faréouté ou au guichet Arimiti. Et nous sommes de retour, toujours avec Toi Noir, dans les locaux du groupe de gage. Alors, Toi Noir, jusqu'à présent, dans les Curious Buzz, on avait l'habitude d'avoir des jeunes entrepreneurs, non pas que tu sois vieux, mais en tout cas des entrepreneurs plus jeunes dans le métier d'entrepreneur, très souvent en petite équipe, voire tout seul. Donc pour permettre à nos auditeurs de voir un autre visage du monde de l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble la vie d'un chef d'entreprise qui gère 300 salariés au quotidien? À quoi ressemblent tes journées type? Alors, c'est un agenda très rempli. Je ne gère plus d'ailleurs mon agenda, c'est ma secrétaire qui gère mon agenda, tellement c'est compliqué. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, je me suis astreint à certaines choses, comme recevoir nos ambassadeurs au moins une fois par semaine. J'en reçois 6 à 8, ça me prend quand même du temps. Ensuite, une fois que je les ai reçus, il faut que je gère les difficultés qu'ils ont à leur quotidien parce que dans ma tête, il faut qu'ils soient épanouis. C'est le seul moyen pour qu'ils puissent enchanter nos clients. Donc ça me prend aussi un certain temps. Ce sont des réunions avec les chefs de service pour essayer de faire avancer les difficultés. Ensuite, c'est vrai qu'à mon niveau, en plus, je n'ai pas que le groupe de gage à gérer, puisque j'ai été aussi élu président du cluster maritime. Et là, donc, cluster maritime, c'est assez énorme, puisque nous avons une 60aine de membres, avec des sujets nombreux et souvent complexes. Donc c'est beaucoup de réunions de travail avec nos membres, avec les autorités, avec les décideurs pour faire avancer des sujets. Donc c'est beaucoup de temps pour m'occuper du groupe de gage et pour m'occuper aussi de ce qu'il y a autour du groupe de gage, c'est-à-dire tout ce qui est maritime, tout ce qui est activité nautique. Donc voilà un peu à quoi ressemble ma semaine. C'est beaucoup de temps, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres avec les personnes. C'est bien, j'aime bien rencontrer les personnes, discuter avec tout le monde et essayer de faire avancer non simplement les sujets localement, mais les sujets à l'extérieur du groupe. Mais des fois ça peut être pesant aussi. Des fois il faut savoir prendre du recul, faire un petit break pour reprendre son souffle et mieux repartir. Alors comment tu prends ces breaks justement et comment tu trouves du temps pour toi, pour ta famille, hors de la famille avec qui tu travailles, mais ta famille, ta femme, tes enfants, etc. Ma famille, c'est un peu mon cocon. Alors j'ai de la chance puisque à midi, je rentre manger avec eux. Le soir, je suis avec eux. En fait, c'est là que je me régénère.
Mais sinon, des fois, je prends quand même des petits breaks pour aller passer un peu de temps avec mes amis. Alors, je fais du ball trap aussi, donc des fois le week-end, je fais une sortie ball trap, ça me vide un peu l'esprit. Je fais pas mal de sport aussi, le mercredi après-midi par exemple. Je vais faire de la rame. Des fois, je pars à Montréal faire une journée de golf. Et je pense que ces moments consacrés à soi, c'est important lorsqu'on a des préoccupations importantes et lorsqu'on a un agenda chargé. Ça permet de se régénérer, de charger les batteries pour mieux rebondir ensuite. De maintenir l'équilibre un petit peu. C'est ça. Et justement, ta famille, ta femme, tes enfants, c'est quand même pas forcément une vie facile quand quelqu'un est très pris comme toi avec un gros agenda. Alors comment ça se gère? Comment ils acceptent ça? Comment tu organises ça avec eux de façon à ce que ça se passe bien? Alors c'est un peu compliqué hein, parce que souvent lorsqu'on fait des réunions on déborde, ça finit tard, donc lorsque je dois aller déjeuner, j'arrive en retard au déjeuner, le soir aussi des fois je rentre un peu tard. Mais sinon, c'est pareil, le cocon familial, c'est vraiment important. Il faut se donner du temps pour passer en famille. J'arrive quand même à bien gérer parce que j'ai mis quand même des jalons, hein. J'ai mis des limites à mes occupations professionnelles pour que justement la famille soit préservée de ces difficultés, si je peux dire, et de ces occupations. Donc c'est une démarche intentionnelle de se dire, ok, voilà, ça c'est la quantité que je peux donner pour le travail et ça c'est le temps dont j'ai besoin pour moi. Et, oui. C'est important de limiter. Alors j'ai connu ça hein, dans ma famille, avec mes parents, où c'est vrai que le business c'était H24, hein. À table on parlait business, tout ce qu'on faisait le week-end on parlait business, et c'est vrai quelque part à un moment donné on a besoin de faire un break pour que l'esprit aussi puisse se structurer, hein. Des fois on a des difficultés et à un moment donné il faut oublier les difficultés et laisser travailler son inconscient pour revenir le lundi matin avec des solutions que l'inconscient aura trouvées dans le week-end, parce que justement le cerveau a pu se reposer un peu de tous ces sujets et a pu s'évader dans d'autres choses, dans d'autres passions. Alors, est-ce que c'est important également, selon toi, selon ton expérience, d'avoir cet engagement à l'extérieur de l'entreprise et de se tenir au courant, de s'engager dans son secteur d'activité ou même au-delà? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Et comment tu absorbes ça après pour définir tes stratégies à venir? Alors, nécessaire, je ne pense pas, hein, parce que une grande partie de ma vie professionnelle, je me suis concentré vraiment au groupe de gage. Mais c'est vrai que après c'est une démarche difficile hein, et compliquée. Ça n'a pas été facile quand même par exemple de prendre la présidence du cluster maritime. On m'a un petit peu poussé hein, parce qu'il fallait changer de président. Les textes prévoyaient qu'à un moment donné le président il devait changer. Personne ne voulait prendre finalement la présidence du cluster maritime. Et donc ça a été une décision difficile, mais je me suis dit qu'il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Et finalement, je suis pas mécontent d'avoir fait cette démarche, de m'intéresser un peu au secteur maritime et nautique dans l'ensemble et pas simplement aux activités du groupe de gage, parce que ça m'a permis un peu d'ouvrir mes horizons sur des sujets que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a permis surtout de mieux gérer aussi mon temps, mon agenda, en me disant, là, par exemple, ces réunions-là, il faut absolument que je fasse ça en une demi-heure et pas plus, parce que je n'ai pas le temps. En fait, c'est structurant aussi pour l'esprit. Et c'est intéressant de faire avancer des problématiques plus larges que celles du groupe de gage. Finalement, c'est presque un travail d'intérêt général et c'est assez bonifiant personnellement. C'est assez entraînant, c'est assez intéressant. Est-ce que tu penses que les entreprises ont ce rôle à jouer justement d'intérêt général dans la communauté dans laquelle elles vivent, ou c'est juste quelque chose, si on a le temps c'est bien, mais c'est pas...
Non, je pense qu'il faut avoir cette démarche-là. Je pense que les entreprises ont déjà cette démarche dans leur secteur, dans leurs activités. Elles essayent de faire avancer le schmilblick, si je puis dire, dans tous les domaines, dans le management, dans l'environnement. Je pense que tout le monde contribue un petit peu à ça, des fois sans le savoir. Et c'est vrai que s'engager, c'est encore une autre démarche et c'est important. Après, tout le monde ne veut ou ne peut pas le faire non plus. Après, c'est une question de timing. Je pense qu'à un moment donné dans sa vie, on veut ou on peut le faire. Et donc, il faut pas hésiter. Et j'encourage d'ailleurs les entrepreneurs à prendre le pas et à s'engager aussi. D'accord. Alors parlons un peu de ton style de management, ton style de leadership. Quel serait d'après toi, ou allons même jusqu'à poser la question différemment, si je sortais de la salle là et que j'allais voir tes ambassadeurs et que je leur demandais quels sont les ingrédients du leadership de Tuanua, qu'est-ce que tu penses qu'ils me diraient? Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont te dire. Ça serait bien que tu ailles leur demander. Ça serait intéressant. J'aimerais bien. Ça serait très intéressant. Je leur ai demandé, on leur a demandé il y a cela 2 ans, on a fait un état des lieux un petit peu de ce que pensaient nos ambassadeurs par rapport au groupe de gages, par rapport à son management, et ça a été assez virulent, ça a été une claque, un coup de couperet qu'on a reçu. Beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce virement à 180 degrés. Ça a été violent. Il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte lorsqu'on est le leader d'un groupe. C'est pour ça qu'il est important de temps en temps de s'arrêter, de se faire aider aussi. Parce que cette démarche-là, c'est difficile de la faire toute seule. On a été aidé, comme je te disais, par le club vidéo. Et donc, ils ont interrogé une trentaine de nos ambassadeurs. Et donc ça a été très compliqué parce que certains n'avaient jamais vu leur patron, d'autres disaient les procédures c'est trop compliqué, on croule sur les procédures, on n'y arrive plus, on n'y arrive pas. D'autres disaient oui, il y a des petits chefs aussi dans les services et on n'arrive pas à communiquer, nos difficultés, on a plein de difficultés mais les chefs n'en tiennent pas compte, et encore moins le patron qui est tout en haut, où on a du mal avec qui on a du mal à accéder, à discuter. Et donc avant ce tournant-là, j'étais un leader très autoritaire. Moi, je pensais que il fallait des procédures, il fallait que chacun sache exactement ce qu'il a à faire, et que s'il faisait pas ce qu'il avait à faire, c'était le coup de bâton. Je pensais que c'était ça, être chef d'entreprise, être leader, et je me suis rendu compte, après l'état des lieux, que c'était pas du tout ça. Qu'au contraire, il fallait faire confiance à ses collaborateurs, à ses ambassadeurs. Il fallait souvent aller les voir pour discuter avec eux, comprendre leurs difficultés et essayer de trouver des solutions à leurs difficultés. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça un leader, c'est quelqu'un qui fait en sorte que ses ambassadeurs soient épanouis pour qu'ils puissent justement enchanter nos clients, parce que un ambassadeur un collaborateur qui n'est pas épanoui, mais je vois pas comment il pourrait être motivé à enchanter nos clients. J'aspire aussi beaucoup à leur laisser une bonne place dans les décisions à prendre. Parce que je sais aujourd'hui que des ambassadeurs qui prennent une décision, ils vont tout faire pour que la décision prise aboutisse. Et donc ça les motive énormément. Donc voilà le leader que je suis aujourd'hui. C'est je fais confiance à mes ambassadeurs. Je leur laisse beaucoup d'autonomie pour qu'ils puissent, parce que c'est eux qui savent faire sur le terrain, pour qu'eux puissent améliorer leurs conditions de travail. Je leur laisse énormément de latitude pour qu'ils prennent des décisions avec nous, avec moi, pour faire avancer le groupe de gages. Et c'est tellement plus facile et pour eux et pour moi aussi. Aujourd'hui, j'ai presque pas de décision à prendre dans le groupe de gages, je pose le problème, tout le monde autour de la table va s'affairer pour trouver une décision et ça fonctionne tellement bien et tellement mieux comme ça. Ouais.
Voilà. Moins d'énergie que le style autoritaire qui impose d'être un peu... Exactement, parce que tu prends une décision comme un tyran, ensuite il faut les motiver pour aller dans la direction que tu veux, parce que eux, c'est pas du tout dans la direction dans laquelle ils veulent aller autre part. Donc c'est un cercle infernal, hein, et il faut absolument arriver à un cercle virtueux, et je pense qu'on n'est pas parfait, hein, mais on tend quand même à être dans un cercle beaucoup plus virtueux maintenant qu'avant. D'accord. Et est-ce que, alors même si le bénéfice est clair maintenant, est-ce que la transition, l'acceptation de justement ce travail de diagnostic, où tu as sûrement entendu des choses pas forcément très faciles à entendre, comment toi tu l'as vécu personnellement et comment tu as réussi à faire ce changement et pas juste à te dire non, ils ont tort, je sais ce que je fais, ce qui peut arriver souvent quand on est en position comme ça d'autorité. Ouais. C'était compliqué, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une claque que tu reçois en plein visage, mais je pense qu'il faut faire face, hein, il faut faire face à ces difficultés-là, il faut pas faire l'autruche, hein. Je pense que tout entrepreneur devrait prendre à bras le corps les problématiques et essayer de trouver des solutions. C'est heureusement ce qu'on a fait à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il aurait été tellement plus facile de dire ben non, ça c'est pas nous, ce qu'ils nous disent c'est n'importe quoi, et on continue. Il y en a qui ont fait ça, hein. Il y a des groupes qui ont fait ça sur la place, hein. Et ça n'a pas été notre vision, en tous les cas, ça n'a pas été ma vision à moi. Et moi, j'ai voulu changer de façon de faire. Pour moi, comme je te disais, dans notre recherche de l'amélioration, les mêmes actions entraînent les mêmes résultats. Si on veut changer le résultat, il faut changer nos actions. Si on voulait améliorer notre service, il fallait changer notre façon de faire. On a eu le courage quand même de le faire, et j'en suis plus que satisfait aujourd'hui. C'est pas évident parce que ce sont des décisions compliquées à prendre qui peuvent avoir un impact énorme sur une entreprise ou sur un groupe. Mais c'est vrai qu'autour de moi, j'avais aussi des ambassadeurs qui me soutenaient énormément dans cette démarche. Et donc ça a été d'autant plus facile, parce que sans ce soutien-là de certains piliers du groupe, je pense qu'on n'aurait pas avancé aussi rapidement. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais aujourd'hui j'en suis tellement satisfait. D'accord, super. Alors avant de s'intéresser au futur, à ton futur et au futur du groupe de Gage, il y a une question que je pose toujours à mes invités de Curious Buzz, parce que le but c'est d'aller chercher le cœur de l'expérience. C'est pas une question facile, mais si tu es prêt à jouer le jeu, on va y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton expérience d'entrepreneur que tu serais prêt à partager avec nous aujourd'hui? Que j'ai jamais osé dire en public. Quelque chose que tu as vécu, qui s'est passé, des erreurs ou des décisions ou quoi que ce soit, des choses sur laquelle tu n'as jamais voulu parler, à propos de laquelle tu n'as jamais voulu parler, et que tu serais prêt aujourd'hui à partager pour nous aider à bien comprendre qui tu es. Écoute, je vois pas tellement, hein. Alors c'est vrai que je communique pas beaucoup, hein, en public. Je pense que des fois le public il est saturé aussi, hein, de voir toujours les mêmes personnes communiquer. C'est pour ça que je donne beaucoup de la parole à mes ambassadeurs lorsqu'il y a des demandes d'interview. Alors moi je suis quelqu'un d'assez transparent, hein. Je vois pas des choses que j'aurais pas dit en public. Je t'ai parlé quand même de ma famille, qui est un sujet assez complexe. Aussi notre façon de manager avant, qui était pas la plus belle façon de manager du monde. Je vois pas de choses que j'aurais pas dit. Alors oui, c'est vrai que j'ai jamais eu d'interview comme ça. C'est la première fois qu'on m'interviewe de cette manière. Mais non, je vois pas là, à première vue, des choses que j'aurais voulu dire et que je n'ai jamais dit. Ouais, c'est bien, moi tu gardes rien pour toi. Non, je suis quelqu'un d'assez transparent. Ouais, ok, ça marche. Alors on va refaire un deuxième stop pour entendre un message de nos annonceurs, et on se retrouve donc pour parler un petit peu du futur. Nous
Nouveau, profitez d'une belle journée à M'Oré avec le package quad plus plage Arimiti. Le matin, découvrez l'intérieur de M'Oré avec 3h30 de quad. L'après-midi, dégustez votre pique-nique et rafraîchissez-vous dans l'eau turquoise de thème 1. Package à seulement 18 900 francs pour 2 adultes. Rendez-vous à nos guichets et sur arimiti.pf. Et nous sommes de retour pour donc cette dernière partie de notre entretien avec toi, Noah. Ça va toujours? Ça va très bien. Ok, ça marche. Alors regardons un petit peu vers l'avant. Tu nous as déjà un peu parlé des projets du groupe de gage tout à l'heure. Mais par rapport à toi, ton propre futur, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois définitivement dans le groupe? Est-ce que tu as des projets auxquels tu penses? Comment tu vois les choses à long terme? Oui, je me vois dans le groupe de gage dans un avenir proche, à court terme, à moyen terme et à long terme aussi. C'est vrai que on pense souvent à la relève, hein, et il faut que je trouve quelqu'un, ça prend du temps, hein, tout ça, et il faut vraiment que le groupe de gage puisse perdurer. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à peu près 300 dans le groupe. Et ce sont des familles qui comptent sur nous pour leur quotidien, pour vivre. Donc je pense à la relève, même si je pense pas encore à m'arrêter du groupe de gage. Je m'y plais tellement, c'est tellement une passion pour moi de développer des entreprises. Sinon, pour le groupe de gage, je vois un développement, mais un développement et ça on l'a écrit dans notre ADN, hein, puisque le groupe aujourd'hui a une vision, il a aussi des missions qu'on a définies et des valeurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois le groupe de gage qui se développe dans le respect des personnes, dans le respect des humains qui y travaillent et de ceux qui n'y travaillent pas non plus, et surtout dans le respect de nos environnements, et ça c'est un débat qu'on a tous les jours au sein du groupe de gage. C'est que lorsqu'on développe des entreprises dans le groupe, on s'assure que ces développements soient vraiment dans notre vision et qu'elles collent aussi à nos missions et à nos valeurs. Je pense que peu importe les projets, mais il faut vraiment que ces projets aillent dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut qu'elles servent à améliorer la société, à améliorer l'économie polynésienne, à améliorer la Polynésie et à améliorer l'être humain. D'accord. Alors on parlait tout à l'heure justement de la responsabilité des entreprises et tu mentionnais l'environnement, tu viens de mentionner également le secteur des transports, bien évidemment, fait face à cette problématique. Comment vous l'anticipez au niveau du groupe, au niveau de la partie transport maritime, faites un peu de transport routier aussi, comment vous voyez ça? Alors, on y travaille aussi. Je vais te donner un exemple. C'est l'Arimiti 6 qui a remplacé l'Arimiti 5. L'Arimiti 6, c'est un navire plus petit que l'Arimiti 5. L'Arimiti 5, à l'époque, faisait 700 passagers, une trentaine de véhicules. Et il était consommateur de carburant. Bon, l'Arimiti 6 aussi consomme du carburant, mais il est plus petit, il transporte 500 passagers, 5 véhicules, il est plus rapide, et donc il consomme 25% de carburant en moins, ce qui est une amélioration sensible. Nous, dans le groupe, lorsqu'on parle d'environnement, on ne parle pas simplement de l'environnement naturel, on parle de tous les environnements, qu'ils soient culturels, qu'il soit l'environnement de travail, que ce soit l'environnement économique, social aussi, j'imagine. Social, je cherchais le mot, c'est l'environnement social. En fait, nous travaillons sur tous ces environnements-là. Pour ce qui est de l'environnement naturel, je reviens dessus. Un autre exemple, c'est les Raromatei. Lorsqu'on a conçu le navire sur les Raromatei, eh bien, pareil, on a réfléchi aussi aux moyens de le faire consommer moins de fuel. Donc, c'est pour ça qu'il ne transporte pas de fret lourd, il transportera que du fret léger et du passager. Mais aussi, de par la réglementation, on est soumis à des règles strictes concernant la pollution.
Et les navires de nouvelle génération, l'Arimiti 6 est un navire tiers 2 qu'on appelle, avec infiniment moins d'émissions de CO2 et de NOx. Hein. Et donc l'Arimiti, la PTI Express pour les aromateis sera certainement tiers 3, puisqu'il y a une nouvelle réglementation qui sort là pour les navires. Et donc ils auront ce qu'on appelle pratiquement des pots catalytiques comme nos véhicules, et donc ils dispenseront encore moins de CO2 et encore moins de gaz polluants. Donc nous on y travaille au sein du groupe, mais aussi la réglementation et l'évolution de la technologie fait que de plus en plus les moteurs qui consomment du fuel sont de moins en moins polluants. Après, comme je te disais tout à l'heure, il y a nos environnements aussi sociaux, culturels. On a dans le groupe aussi la volonté de développer la culture des ambassadeurs du groupe, mais la culture polynésienne. Donc c'est pour ça qu'avec Heura, je pense que tu l'as aussi interrogé. Elle est venue donner des cours de tahitien dans le groupe, que justement on n'oublie pas un peu cette partie culturelle qu'on a en Polynésie. On a tendance des fois à l'oublier, hein. On est pris dans notre quotidien, et des fois on oublie d'où on vient et où on va, et ça fait du bien aussi de faire des piqûres de rappel de temps en temps. Donc ces problématiques-là sur les environnements, ils nous tiennent à cœur, hein. Ils nous tiennent à cœur dans le groupe, et on y travaille dans nos réunions quotidiennes et dans notre quotidien. Ouais. D'accord. Alors prenons un peu de hauteur. Au travers du groupe de gage, vous intervenez dans plein de métiers différents, donc tu as une certaine vision au travers du cluster maritime également de la situation du pays. Quelle est ton analyse du futur de l'économie du Fénois, du futur du développement du Fénois à moyen terme, on va dire? Alors moi je crois beaucoup au développement de l'économie polynésienne. D'ailleurs on était super bien parti avant la crise Covid. Je pense que cette crise sanitaire va juste nous ralentir un petit peu. Et lorsqu'on sera sorti de cette crise sanitaire, on reviendra à une pleine économie. Donc moi je suis super confiant en l'avenir. C'est pour ça que nos projets on les continue, on ne les arrête pas. Au sein du cluster maritime, on travaille sur des projets structurants. Un exemple, le remplacement du dock flottant de la Marine nationale. On veut se doter d'un nouvel outil plus adapté à la flottille, à la flotte maritime locale, puisqu'il a été exploité depuis 40 ans, à peu près 30 ans, 40 ans. Depuis, la flotte locale a évolué. Donc il faut aussi que cet outil de maintenance évolue. Et aussi, cet outil de maintenance va nous permettre d'attirer des flottes extérieures, parce que la Polynésie est au milieu du Pacifique. C'est un point de passage pratiquement incontournable. Et donc cet outil-là, par exemple, va nous permettre de caréner aussi des navires qu'on ne pouvait pas caréner jusqu'à présent. Et ça va surtout nous permettre de développer autour de cet outil un pôle d'excellence où on pourrait faire monter le savoir-faire de nos travailleurs polynésiens. Et donc ça va encore attirer du chiffre d'affaires en Polynésie, améliorer l'économie locale. Donc la crise sanitaire, pour moi, elle nous ralentit, mais elle ne va pas nous ralentir indéfiniment. Et donc il faut continuer à travailler sur ces projets structurants qui, à terme, vont nous permettre de continuer notre développement et de nous améliorer. D'accord. Donc que ce soit pour toi, pour le groupe, comme pour le pays, optimiste à tout point de vue. Optimiste à 100%. Ok, super. Alors, dernière question, très simple. Est-ce que tu auras une dernière pensée que tu souhaiterais partager avec les gens qui vont écouter cet épisode des Curious Buzz? Une dernière pensée. Il y a tellement de choses à dire. Non, moi je souhaiterais encourager ceux qui subissent la crise de plein fouet, qu'ils soient entrepreneurs ou pas entrepreneurs. C'est vrai que
C'est compliqué en ce moment pour certaines familles, pour certaines entreprises. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense quand même que le gouvernement nous aide énormément et va continuer à nous soutenir pendant ces difficultés. Et je pense qu'il faut pas perdre espoir, il faut être résilient, il faut être persévérant, courageux et essayer de tenir le plus longtemps possible pour pouvoir passer cette crise. Ok, ça marche. Écoute, merci pour ce message d'espoir et d'encouragement à tous ceux qui auraient envie de se lancer, qu'ils soient entrepreneurs déjà ou pas. Merci d'avoir bien voulu partager ton expérience et ton analyse du monde de l'entreprise avec nous. Merci Philippe. Merci, Nana. Voilà, c'était donc ce nouvel épisode des Curious Buzz en compagnie de Toanoa Degage, un autre profil d'entrepreneur que ceux que nous avons reçus jusqu'à présent, d'entreprises de plus grande taille avec une plus longue expérience, et j'espère que vous aurez apprécié ses analyses et sa perspective sur le monde de l'entreprise. Je vous retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode des Curious Buzz. La fin de la saison 1 approche et j'espère que vous aurez apprécié de vous balader dans les différentes entreprises du Fénois. Alors comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. N'hésitez pas également à partager les Curious Buzz autour de vous, à vos amis entrepreneurs ou à ceux qui pensent se lancer pour leur faire partager cette expérience et cette richesse du parcours entrepreneur. A très bientôt donc pour un nouvel épisode des Curious Buzz. Nana!